J'avais peut-être peu de références et de modèles féminins à l'époque où genre, j'ai commencé vraiment à être bousillée par ça. Du coup, genre, j'avais pas l'impression que c'était accessible et que je pourrais réussir à faire quelque chose dans le rap, tu vois. Et c'est là que c'est crucial d'avoir des modèles et des représentations. Les vainqueurs, les crèves, les vainqueurs racontent l'histoire. Les vainqueurs, les crèves, les vainqueurs racontent l'histoire. On commence toujours par demander où est-ce que le parcours de nos invités commence. Pas forcément leur parcours professionnel, mais leur parcours de vie. Du coup, toi, ton parcours, si je devais te demander où est-ce qu'il commence, où est-ce que la musique fait son entrée dans sa vie, dans ta vie, ce serait où et quand? Je pense que je vais donner un souvenir de quand j'étais plus petite, mais genre vraiment plus petite. Ça commence, je pense, fin de primaire, début de collège, parce que j'avais déjà MTV à la maison, on avait le câble. Et je m'amusais à faire des cassettes de clips. Genre, je regardais UMTV Rap, je comprenais pas grand-chose, mais je regardais ça et Soul of MTV, et donc je faisais des cassettes avec plein de clips. Et ça commence comme ça. Et c'est à ce moment-là que je vois les premiers clips avec genre les Naughty by Nature, Salt and Peppa, des trucs comme D'Angelo. Enfin voilà, c'est comme ça un peu. Et c'était l'époque où j'avais aussi un... Genre j'étais trop fière de moi, j'avais un Walkman et je mettais des cassettes de rap que je prenais à mon grand frère, à ma grande sœur. Et donc j'allais au collège en écoutant IAM et NTM. Ton premier réflexe, c'était de regarder MTV et d'écouter des cassettes de IAM et NTM. Ça veut dire que du coup, mine de rien, tu étais déjà un peu orienté rap dès le départ. Est-ce que ça a été un choix genre spontané ou c'est parce que justement tu avais un grand frère qui t'a mis dedans et du coup qui fait que ça a plus été MTV Rap que Europe 2, les clips que tu as enregistrés? Bah, je pense que c'était les deux. Après, c'est rigolo parce que quand on était plus jeune, à un moment, mon frère était descendu dans la cave, il était tombé sur un lot avec tu vois, il y avait des magazines d'ACDC et tout. Donc il a eu un petit moment limite hard rock, genre où il regardait ça, mais ça n'a pas duré très longtemps. Et en fait, c'est vrai que mon grand frère, ça a toujours été un peu mon héros quand j'étais petite. Et lui, en fait, il était DJ quand il était au collège. Donc, il a commencé très tôt. À 14 ans, il avait des platines. Enfin, en tout cas, vers 14, fourchette 14-16 ans, je pense. Platine. Il était déjà hyper à fond sur le son, tout ça. Et du coup, j'ai grandi avec le modèle de mon grand frère et de ma grande sœur aussi. Alors, on va dire qu'elle, elle était plus... genre, elle aimait bien quand même un petit peu plus le R&B. Donc, j'écoutais, tu vois, les trucs en vogue, les D'Angelo, que j'ai déjà cités. Enfin, Alphonse Hunter, il y avait plein de trucs. Putain, je serais que des rêves anciens. Mais en tout cas, c'était ça. Et mon frère, il était plus, tu vois, orienté DMC, DJing. Et donc, du coup, j'avais un peu ce truc des deux. Et c'est vrai qu'au début, j'étais plus une éponge, en vrai, à écouter. Et il y a eu l'introduction à cette époque aussi, je ne saurais pas tu vois, la situer exactement, mais du rap français, avec cassette de NTM et d'IAM. Et je me rappellerai toujours de cet été où on était au Bled et ma soeur avait la cassette de NTM. Et donc ça disait quand même j'ai le toucher nique ta mère. Et ma mère qui pète un plomb à un moment, qui casse la cassette en disant non mais c'est quoi ces paroles et tout. Du coup, bon, bah, t'as encore plus envie d'écouter quand t'es jeune et qu'il y a ce genre de trucs qui se passent, quoi. Mais c'est vrai que même mon petit frère, qui était beaucoup plus petit que nous, a été baigné là-dedans. Il chantait genre l'État assassine, un exemple. Donc il chantait Assassin, tu vois, et il était tout petit parce que à cette époque, ma sœur écoutait du Assassin. Et après, moi, plus au collège, j'ai vraiment commencé à me faire mon propre truc. Tu vois, par exemple, l'arrivée d'un mec comme DMX, moi à l'époque, ça avait été genre, ça avait complètement foudroyé. Genre, j'étais là. Ah ouais, non, c'était incroyable, tu vois. Après, il y avait Ivy, Foxy Brown, c'était ça aussi, c'est qu'il y avait aussi toutes ces rappeuses. Et moi, je les regardais, je me disais, attends, Lil Kim, tu vois, elle était sulfureuse, mais en même temps, elle était tellement, genre, tellement chaude. Enfin, la meuf, elle rappait, c'était incroyable. Et tu la voyais avec... Bref, je pourrais continuer à parler de cette période pendant des heures. Et du coup, là, on est période collège. Tu continues à faire ça. T'es passionné déjà par ça, en vrai de vrai. Exactement.
est-ce qu'à un moment donné, tu envisages déjà que potentiellement plus tard, ça puisse être un métier dans lequel tu puisses évoluer, etc. Ou alors à l'époque, c'est que de la passion et en vrai, ce qui est plus dur à se dire à l'époque, c'est qu'on peut en faire un métier, etc. En vrai, je pense qu'à l'époque où je regardais ça, c'était vraiment plus ma passion. Mais c'était une passion, genre j'étais vraiment bousillée par ça. C'est-à-dire que genre, je réunissais, j'avais une copine qui habitait à côté de la maison, je la faisais venir à la maison, je lui disais viens on va regarder des clips, je passais mes cassettes genre à mes collègues de collège et même après de lycée. Je me rappelle, je faisais deux choses, je faisais des cassettes avec les épisodes de Oz. Je regardais des séries, genre vraiment, genre La Tôle, c'était vraiment la street, quoi. Et j'avais mes cassettes de clips, et c'était, du coup, j'étais vraiment là-dedans. Et en même temps, avec, tu vois, genre un grand frère qui m'éduquait un peu à tout ce que c'était que le hip-hop et notamment le DJing. Donc j'étais là, je regardais des cassettes de DMC, il me parlait de techniques, de passe-passe, de machin. Limite, je me mettais sur ces platines un peu de temps en temps. J'étais là, ouais, vas-y, je vais essayer de caler un disque. Donc, tu vois, j'avais déjà ce truc où c'était vraiment tout le temps là. Mais en fait, je le verbalisais pas. Et la réalité, c'est que, tu vois, genre, j'ai retrouvé récemment mes collègues de BTS, parce qu'à un moment, j'ai fait un BTS. Et en fait, en BTS, j'étais déjà complètement, genre vraiment... le hip-hop, c'était trop, tu vois. Genre, je faisais des actions autour de ça. J'ai essayé, en fait, à plein de moments, de faire des choses en lien avec ça. J'avais peut-être peu de références et de modèles féminins à l'époque où, genre, j'ai commencé vraiment à être bousillée par ça. Du coup, genre, j'avais pas l'impression que c'était accessible et que je pourrais réussir à faire quelque chose dans le rap. Tu vois, et c'est là que c'est crucial d'avoir des modèles et des représentations, c'est que ça te permet de te dire que c'est possible. Et après, j'ai eu des modèles, mais bien, bien plus tard. Et aujourd'hui, bon, ben, voilà, il y a eu plein de femmes qui ont été là avant moi, des Juliette Fievé, Leila Sine, Nadège Subiana qui est en Afrique, qui sont plutôt mes aînés, quoi. Et c'est vrai que ça fait partie, ou même Barbara Jean-Élie, qui était la rédactrice en chef de Trace, que j'ai rencontrée par la suite. C'est des profils féminins que j'ai vus à des postes très forts dans l'industrie musicale. Et par la suite, j'en ai rencontré beaucoup. Même aujourd'hui, chez Deezer, il y a Rachel Cartier qui est Head of Music. Mais ce que je veux dire par là, c'est que avant de rentrer dans la vie active vraiment, genre, j'avais pas ces... Tu vois, genre, il n'y avait pas de mise en avant qui pouvait te dire tu la vois. Voilà, tu vois, je regardais les émissions à la télé, il n'y avait pas trop de femmes. Moi, il y avait, en fait, mon premier rêve, avant même d'être journaliste. En vrai, il y en a eu deux. Je voulais être soit ingénieur du son. Pour le coup, c'était vraiment genre le truc que je voulais faire, ou je voulais être photographe. Et j'avais tellement peu de modèles dans ça que, tu vois, c'est toujours un peu dur d'y aller. Tu fais un pas en avant, tu reviens, tu te dis est-ce que je peux et tout. Et pendant très longtemps, là je vais je dévie un peu, mais moi c'est poser la question de la légitimité. De est-ce que je suis légitime dans ce que je fais. Et j'avais toujours besoin, tu vois, d'être validée par mes pairs, et c'était hyper, hyper important pour moi. Et puis après, bon, non, genre j'ai beaucoup moins besoin de ça, mais c'est vrai que du coup, ça a vachement joué dans le fait de pouvoir envisager ça comme un taf, quoi. Quand tu me dis que il y a deux solutions, enfin il y a deux choix, c'est soit ingé son, soit journaliste. Qu'est-ce qui fait basculer la pièce, on va dire, du côté journalistique et qui fait que tu vas, après, je crois que c'est Paris à ça, c'est ça, faire une école de journaliste? Ouais, je pense qu'il y a eu... Tu me disais déjà, parce qu'il n'y avait pas d'exemple forcément, donc tu pouvais peut-être plus facilement rebondir dans le journalisme, en tout cas global, général, et pas forcément dans le rap, mais ouais, c'était quoi l'idée derrière? En fait, je pense qu'il y a eu un truc déjà de base, c'est que aussi, tu vois, par rapport au milieu social dont je viens, genre, il y avait un truc aussi où je me disais que je devais faire un taf où j'allais gagner de l'argent, entre guillemets, et avoir une sécurité. Donc la réalité, c'est que moi, mes études, au début, tu vois, c'était plutôt des études loin de ma passion. En fait, j'ai toujours été tiraillée entre faire quelque chose dans lequel je m'épanouis intellectuellement et faire quelque chose de beaucoup plus pragmatique. J'ai toujours été hyper rêveuse, j'avais un côté très artistique plus jeune et c'est vrai que je me dédiais plus à des études artistiques au départ, mais en vrai je me disais mais c'est pas un métier, tu vois. Donc la réalité c'est que j'ai vite
je suis partie en BTS, tu vois. Je me suis dit, ouais, action commerciale, pratique, je vais faire un truc un peu, bon, là, t'as un vrai salaire et tout, tu vois. Sauf qu'en vrai, en BTS, j'ai fait des actions, j'étais dans un supermarché, j'étais là en train d'analyser des rayons, bah, j'étais pas bien, tu vois. Enfin, en tout cas, ça me convenait pas. Donc le marketing, c'est chouette parce que ça te sert un petit peu, enfin pas qu'un petit peu, tout ce que tu fais, c'est des choses qui sont très concrètes, tu apprends à faire des CV, enfin il y a plein de choses qui sont hyper importantes, mais on va dire que ça me faisait un peu... Ah, c'était pas ça. Donc en gros, je me suis vachement perdue et j'avais toujours ce truc où bah, quand t'es plus jeune, t'as 1001 rêves et en vrai, on est tous dans la capacité de faire plein de choses différentes. Le tout aussi, c'est de trouver le truc et de s'y tenir. Et donc, à chaque fois, je partais dans une direction et puis je revenais et puis je me disais non, tu vois. Donc, je me disais, ouais, ingé son, donc je commençais à me renseigner. Puis après, je me disais non. Donc, après, je passais des concours pour essayer d'entrer dans une école de commerce. Et là, je me disais, mais en fait, les écoles de commerce, non, tu vois, c'est pas. Et jusqu'à ce que j'arrive à Bac+4, donc j'ai quand même bien poussé le concept du marketing, et que là je me dis non, genre je commence un peu à m'affranchir de ça. Et à cet endroit-là, en fait, comme j'ai toujours beaucoup aimé l'écriture, les mots, tout ça, tu peux peut-être essayer de devenir journaliste. Et au départ, quand je me dis que je veux être journaliste, je ne sais pas du tout quoi faire comme étude, je ne sais pas comment rentrer dans cet environnement. Je ne suis même pas sûre de pouvoir, tu vois, genre je me dis par exemple, je veux écrire des papiers, c'est ça qui m'intéresse. Mais en vrai, je me dis, mais est-ce que tu vas réussir à savoir le faire? Parce que le truc, c'est que moi, par exemple, à ce moment-là, je me dis journaliste, mais genre, j'ai jamais ouvert un journal, tu vois, genre ma culture, c'est la télévision. Donc la réalité, c'est que, tu vois, c'est à force de se pousser un petit peu, de se challenger, mais en faisant quand même genre 18 pas en arrière, que je suis arrivée à passer ce cap. Et après, en vrai, la synchronisation entre le rap et mes études, elle s'est faite de façon très, j'ai envie de dire organique. C'était pas prévu, mais c'est en fait, quand j'ai voulu faire un stage, c'est le premier endroit où j'ai trouvé du taf. C'était chez Trace. Ça parlait de musique, c'était très bien. Et en vrai, c'est là où tu avais postulé, enfin, inconsciemment peut-être quand même, tu t'es peut-être dit, bon allez, je vais commencer par eux. Ouais, je pense. Il y avait ce truc par ce que je connais. Exactement. Je pense qu'il y avait quand même ce truc de je commence par ce que je connais. Et après, j'irai voir à Libération s'il reste de la place. Voilà. Bon, finalement, j'ai jamais été jusque-là. Et j'en suis pas, tu vois, mécontente parce que j'ai trouvé ma voie. Et en vrai, je voulais au départ écrire des papiers. Et finalement, en arrivant chez Trace, j'ai découvert l'image. Et je me suis dit, ah ouais, non, en fait, ce qui m'intéresse, moi, c'est plus la vidéo, quoi. Aujourd'hui, je vais pas te dire qu'il y a que la vidéo. Je pense que j'aime à la fois la radio, la presse. Enfin, j'aime tout ce que on peut faire dans le journalisme. Mais à cette époque, ouais, j'étais moins, tu vois, au fait du truc, quoi. Ça, c'est le premier grand chapitre de ta vie professionnelle, on va dire, entre guillemets, Trace. Enfin, ça a été une étape importante, en vrai de vrai. Ça a été, je pense que c'est l'étape cruciale de ce qui a fait mon ADN musical par la suite. Dans le sens où moi, quand je suis arrivée chez Trace, j'avais une identité très rap, rap français, mais beaucoup rap américain. C'était aussi une période où le rap français, ça, tu vois, c'était pas... Enfin, juste avant, pardon, il y avait eu un espèce de ralentissement, ça s'était un peu essoufflé. Et après, tu vois, c'est reparti. Et donc, j'arrivais au moment où... un petit peu avant qu'il y ait les 1995, les sections d'assaut, etc. Donc, il y avait un espèce tu vois, fin des années 2000, début 2010. Exactement, donc ça repartait de plus belle. Et c'est vrai que c'est une période où je dis que ça a ouvert les champs des possibles, dans le sens où j'ai eu beaucoup de chance. On voyageait énormément. J'ai pu aller beaucoup en Afrique et aussi aux Antilles. Et donc, du coup, ben, sans le vouloir, j'ai vachement appris sur les musiques de l'Afrique de l'Ouest, Afrique du Sud, Nigeria, Togo, Ghana, enfin plein de pays d'Afrique. Et puis aussi sur ce qui se fait à La Réunion, en Martinique, en Guadeloupe, Guyane. Donc, ça a été une période hyper importante sur la suite, en fait, parce que ça m'a permis de me rendre compte que je kiffe le rap, mais je kiffe surtout la musique, même si j'aime vraiment beaucoup le rap. Mais en vrai, le truc, c'est que le rap fait que, comme j'ai un peu une culture d'ancien, on va pas se mentir, tu vois, genre le truc du hip-hop avec la culture du sample, ben moi, le rap, en plus, grand frère DJ, le rap, ça a toujours été un truc où je cherchais beaucoup
les samples, les influences, les inspirations et tout. Donc, ça m'a permis de commencer à m'intéresser beaucoup à tout ce qui était jazz, rare groove, plein de genres musicaux. Et après, Trace, ça m'a permis de rajouter le côté musique africaine et afro-caribéenne. Donc, du coup, ça a été hyper important. Et en vrai, c'est quelque chose que j'ai vachement travaillé par la suite. Du coup, Trace, donc tu arrives là-bas en stage. Ouais. Tu restes quand même Enfin, au final, le stage se transforme en poste, donc Ouais. je ne sais pas l'intitulé du poste, Exactement. mais c'est vrai que ça a été une sorte d'école, un centre de formation quand même. Totalement, pour toi, c'était un gros CFA, ouais. Où donc tu apprends ce que tu me dis en termes d'horizon musical, tu diversifies, et tu diversifies aussi en termes de technique, c'est-à-dire que tu apprends tout cet aspect technique aussi, c'est-à-dire devenir un peu JRI, ce que tu feras après Exactement. beaucoup. C'est un processus qui prend combien de temps? C'est pour que vraiment on comprenne l'essence du parcours pour inspirer cette jeune génération. Comment le stage se transforme par la suite en poste, etc. Et Ouais. comment toi tu apprends toutes ces skills, etc. de poser une caméra et aller faire la reporter de guerre. Ouais, bah, c'est vrai que je pense que après j'ai toujours eu un côté hyper dégourdi, même si je suis une grosse flippette. Donc le truc c'est que moi j'arrive en stage chez Trace, je découvre la vidéo et j'ai la chance de rencontrer Barbara Jean-Élie qui est la rédactrice en chef à cette époque, qui est une femme archi dégourdie que j'ai vue, tu vois, quand elle était enceinte, elle était là à 6 mois, elle allait en reportage, bim bim, elle est partie tourner des documentaires avec sa fille qui avait 2 mois. Voilà, moi je parle de ça aussi parce que c'est quelque chose, en tant que femme, bah, les questions de la maternité, d'avoir tout, tu vois, le fait de devenir mère et tout, c'est aussi des choses tu vois, qui sont hyper importantes. Tu peux ou pas vouloir cela, mais ça fait en tout cas partie des sujets. Moi, je me rappelle encore en école de journalisme où tu avais notre boss qui nous disait « Oui, bah, vous ne pourrez pas partir en reportage parce que ceci ou cela. Est-ce que vous êtes prête à ne pas faire d'enfants ou à laisser vos enfants quand vous partirez au Liban ou machin ?» Bon, parce que c'était l'ancienne école et tout, mais... En vrai, tu rentres quand même dans la vie professionnelle sur des tafs qui demandent beaucoup d'investissement avec, tu vois, cet avis-là qui est toujours sur toi, quoi. Et donc, du coup, c'est vrai que j'ai eu tout de suite dans mon modèle, on va dire, comme modèle, une femme forte qui était une boss lady, tu vois, qui gérait le truc et tout ça. Et grâce à elle, en fait... et puis, tu vois, à mes collègues, moi, j'étais en contrat alternant au début, tu vois, je faisais une école de journalisme en alternance. Et en gros, j'avais des semaines de cours, des semaines de taf, et j'étais alternante, et genre, ils m'ont envoyée au Gabon, tu vois. Je suis partie au Gabon, j'avais une caméra, j'ai fait un reportage, c'était mon premier sujet toute seule. J'étais partie sur le gabao hip-hop, tu vois. Donc déjà, tu vois, le truc, il y a quand même des rappeurs français, parce qu'il y a beaucoup de rappeurs français, déjà à l'époque, qui tournaient en Afrique. Et moi, j'étais là, gabao hip-hop, ma caméra, je voyais, tu vois, les équipes de rappeurs français, les rappeurs africains qui étaient présents et tout. Et puis, bah ouais, j'étais là, genre, je filmais. Donc j'étais déjà dans le truc journaliste reporter d'image. Donc j'ai fait mes 2 ans d'alternance où finalement je suis allée à La Réunion, je suis allée à Saint-Martin. Enfin déjà, tu vois, genre j'étais une alternante qui avait beaucoup de chance parce que je faisais quand même pas mal de super... voilà. Et puis à l'époque, nous, c'était vraiment l'idée, c'était, comme disait Olivier Laouché, journaliste tout-terrain. Donc en vrai, on était là... pour faire du terrain et pour être en capacité de faire du son, de l'image, du montage. Et la réalité, c'est qu'on ne peut pas être bon dans tout, mais en tout cas, c'est une super école et ça te permet de savoir un peu ce qui te plaît le plus. Puis après, on m'a proposé un job, je suis restée en tant que journaliste. Et puis après, j'ai refait 2 ans et j'étais rédactrice en chef adjointe. Et voilà, et ça a été une super opportunité. Et j'ai fait ça 2 ans voilà, j'ai fait 6 ans au total chez Trace, qui ont été 6 années où j'ai énormément voyagé. Je suis allée au Japon, en Russie, Cameroun, Côte d'Ivoire beaucoup. Et sauf qu'à un moment, moi j'ai eu besoin de remettre tout ça en jeu. Et je me suis dit, bon, qu'est-ce que je fais? J'ai 29 ans. Et c'est là que j'ai décidé de partir de Trace et que j'ai décidé de devenir indépendante. Ok, donc ça c'est le 2e chapitre. C'est le 2e chapitre, c'est le chapitre où on mange des pâtes au début. Chapitre 1D,
C'était la première fois aussi que tu faisais ça de ta carrière, en fait, parce que tu avais commencé alternant, etc., après avec un poste. Ça ressemble à quoi concrètement, du coup, une vie de journaliste indé C'est dur. On est en 2015, 2016, c'est ça, à peu près? C'est dur, En fait, c'est dur parce qu'au moment où moi je pars de Trace, j'ai aussi cette idée de me dire je peux être plus que journaliste musique, genre rap, afro, je peux être journaliste culture et qu'en fait j'ai un profil qui est considéré comme étant trop spé pour les médias généralistes parce que c'est une période où moi j'ai envie de me taper dans cette cour-là et travailler pour du M6, etc. Tu vois. Et j'ai eu des opportunités, hein, mais si tu veux, les opportunités, elles n'étaient pas à la hauteur du profil que j'avais, tu vois. Genre, je sortais de Trace, j'avais fait 6 ans de terrain, j'avais dirigé des équipes, enfin, j'avais fait plein de choses. Et si tu veux, je remettais tout à zéro. Et là, je me suis retrouvée à être journaliste reporter d'image, parfois pour des boîtes de production. Je vivotais un peu. C'était pas mal, tu vois. C'était le goût du danger, ça permet de se recentrer. Et puis, c'est une période où, tu vois, moi, je deviens intermittent du spectacle parce que je fais beaucoup plus de technique audiovisuelle, donc je ne suis plus considérée vraiment comme étant journaliste. Donc là, tu te bats pour garder ton statut. Donc au début, c'est vraiment tu te bats, et puis en vrai, tu te rends compte que tu te bats encore, et tous les ans, tu te bats. Donc c'est une période assez difficile où tu fais des piges, et tu fais du script dans des boîtes de production pour des émissions de télé-réalité. Tu es là, tu les écoutes, tu tapes ce qu'ils disent, tu te dis ok, Ah, il y a eu ça, donc. Ouais, j'ai fait des trucs comme ça. Bah, je voulais garder mon statut. Hein. Et puis voilà, et à côté, tu te dis. Un exemple tout de suite de télé-réalité pour lequel tu as scripté. Ah, en vrai, moi, je vais pas cracher dans la soupe, tu vois. C'était super d'avoir ça parce que ça me permettait d'avoir mes heures et je suis bien contente d'avoir eu ça à ce moment-là. C'est le Graal. En fait, ce qui est super important, c'est de se dire que même quand même quand tu as l'impression que c'est pas ce que tu imaginais, parce qu'en vrai, quand tu pars, que tu as un poste assez cool, tout ça, que tu as fait tout ça et que tu sors du truc, tu te dis un peu, c'est chaud là, genre qu'est-ce que je fais? Mais il y a toujours des possibilités, il faut juste, je pense, tu vas rester un peu focus et tout. Et puis surtout, j'ai fait un truc qui, à l'époque, tu avais des gens qui me disaient, ouais, mais ça sert à rien, c'est que j'ai fait des trucs pour pas de thunes à des moments, tu vois, mais juste parce que j'avais envie. Donc, genre, c'est des blogs avec des noms obscurs, j'écrivais des papiers obscurs, genre, j'avais juste l'impression de me faire kiffer, je me disais, waouh, trop bien. Puis, je parlais pas forcément de rap français, tu vois, j'étais là, ouais, je vais parler de John Coltrane, etc. Je pense que j'avais un peu ce truc aussi, tu vois, de la jeunesse, d'avoir envie d'étaler mon savoir, tu sais, de dire, je connais ces choses, je suis autre chose que le rap. Et là, je m'a réconciliée avec ça, tu vois, je sens que j'ai moins besoin de montrer ça, mais je suis contente d'avoir ça pour mieux comprendre le travail que je fais aujourd'hui et la musique qu'il y a, tu vois, aujourd'hui. Même si j'ai pas forcément besoin d'expliquer aujourd'hui en écoutant Jeune Crack ou Ness d'où ça vient en termes d'inspi. Moi, je le sais, mais bon, voilà, c'est pas grave si je parle pas tu vois, de breakbeat ou si ça part pas en, tu vois, genre two-step, etc. Et encore que, on pourrait se battre sur les mots en plus. Mais voilà, tu vois, c'est juste, c'est bien. Maintenant, c'est plus la peine. Le moment où tu te recentres, c'est le moment aussi du coup où tu vas commencer à bosser avec Move, si je ne m'abuse, en gros. Ouais. Qui va être, donc d'après ce que tu me dis là, ton retour dans l'univers rap, on va dire, et sur le terrain aussi, totalement. Je crois, où tu partais là plutôt à la recherche des rappeurs français de ces jeunes pépitas, des nouveaux talents. Ça a été une des périodes les plus cool, hein. Moi, franchement, là, tout de suite, là, tu me dis, viens, on va faire des rappeurs français dans leur quartier. Dans leur quartier, nouveaux talents et tout. Même à mon grand âge, je te dis OK. Hein. Comment ça se passe, du coup, ce retour? C'est quoi? On te sollicite au fur et à mesure de plus en plus? Parce que c'est vrai que pour nous, tu as fait pas mal de trucs. Après, en je vrai, sais pas dans la chronologie, mais... C'est important aussi. C'est, je pense, le troisième moment hyper important. C'est aussi ma rencontre avec Bruno Laforesterie, avant. Qui était à la tête de Move, mais avant Génération, où à l'époque de Génération, déjà, on s'était rencontrés pour un projet d'émission pilote autour du hip-hop. Et en fait, ce qui est assez intéressant, c'est que Bruno me rencontre en disant « tu vas incarner, tu vas présenter », il voulait que je fasse une chronique et tout ça. Et moi, j'étais terrorisée par ça, tu vois. Donc, j'essayais de trouver des moyens de ne pas me retrouver devant l'écran. Donc, je voulais bien bosser sur l'émission, mais je ne voulais pas qu'on me voie.
tu vois. Mais eux, ils insistaient. Donc, à un moment, on fait ce pilote, je me retrouve un peu devant, puis je me dis, ouais, c'est pas mal, mais je suis quand même terrifiée, quoi. Bruno me propose de faire tout un été où je fais du reportage en direct. Donc là, c'était incroyable, je découvre la radio, je découvre le direct. Enfin, il y a tout ça, et si tu veux, c'est comme ça que ça commence. Et du coup, à la fin de l'été, on me propose d'arriver en matinale. Bah, alors là, j'étais terrifiée, tu sais, genre, je fais du direct, faut lire des textes à la radio, je suis trop nulle au début, je suis là, mais je suis une catastrophe. Et en fait, j'ai trouvé ça hyper... genre incroyable que Bruno me fasse confiance et que j'arrive à avoir cette place-là. Et derrière, comme je commençais à faire des newcomers dans le cadre des interviews que je faisais, parce qu'à ce moment-là, je faisais aussi de l'international. Je pouvais faire une Selena Gomez, tu vois, un Jeezy et avoir genre le Panama Bandé en interview, tu vois. Genre, j'ai commencé à me dire, en vrai, genre moi, j'ai fait quand même beaucoup de grosses têtes d'affiche, notamment en rap international et français. C'est vachement bien. Mais j'avais cette envie de faire plus de newcomers. Et c'était un moment où il commençait à y avoir pas mal de programmes newcomers qui popaient partout, parce qu'on se rendait compte que c'était un vivier. Donc, du coup, j'ai dit, moi, je veux faire que ça. Et comme eux avaient cette ambition chez Move de développer de la vidéo, et qu'ils savaient que je venais de ça, on dit, bah ok, mais on concept d'émission. Et donc, du coup, après, j'ai proposé mon moonwalk, le truc où je reculais. Et en fait, à la base, cette interview, c'est un plan séquence. Ouais. Et elle est coupée parce qu'on met du clip, mais elle est vraiment tournée, c'est une seule prise, un plan séquence. Et c'est vrai qu'on a fait plein de tests au début avec les mecs qui s'arrêtaient pas, enfin bref. Donc voilà, et c'est venu comme ça, quoi. Ça a été une période hyper riche où, en fait, en vrai, je me suis pas rendu compte, mais j'ai rencontré tous les rappeurs français qui allaient devenir tu vois, les boss un peu du milieu, tu vois, que ce soit... Après, il y en a certains que j'ai rencontrés en dehors du moonwalk, mais certains dans l'interview Newcomers, mais tu vois, c'est vraiment la période où je fais des interviews avec Damso, PLK, Nino, enfin, c'était vraiment cette période. Et puis, c'est cool parce qu'il y a beaucoup de terrain. Donc, je fais beaucoup de banlieues parisiennes et j'aime trop l'idée d'aller, genre, tu vois, tu vois, juste chez eux, on se pose, on est en bas, on parle. En vrai, on parle super longtemps. Parfois, les mecs, ils m'appellent madame. Je suis là, ok, j'ai une autorité. Ça, généralement, ça marque un tournant dans une carrière. Voilà, tu vois, et du coup, tu parles quand même plus longtemps que tu ne tournes, mais tu as un échange hyper bien et tu as des moments de vie qui sont mortels. Genre, franchement, c'est une bonne période, ouais. Avant de parler des nouvelles fonctions dont tu parles, où j'ai l'impression que même si tu continues à faire des interviews, on s'éloigne un peu du journalisme pur et dur et du terrain pur et dur. On va dire l'interview la plus marquante ou le reportage le plus marquant, le moment où il s'est vraiment passé quelque chose, soit par le propos, soit parce qu'il s'est passé une dinguerie pendant l'interview, soit parce que la personne que tu interviewais est incroyable. Et à l'inverse, le plus gros bourbiax de la planète. Ouais, le plus gros bourbier, ça c'est facile. Commencer par le bourbier. Le bourbier, c'est facile. Il y a eu gros bourbier. Je suis allée en Suisse pour faire Babyface en interview. Babyface, bon, c'est vraiment une rêve d'ancien aussi. Donc producteur, R&B, genre gros nom, quoi. Je suis arrivée là-bas, j'ai vu Babyface de très loin. Je ne l'ai pas interviewé, je l'ai vu entre deux portes sortir, s'en aller. Et surtout, en fait, après, j'avais pas de... Je me suis retrouvée à dormir sur un canapé avec mon manteau parce que j'avais pas de chambre d'hôtel. Et genre, j'avoue, c'était un petit bourbier. Okay. Mais... Bourbier en Suisse. On va dire, ça va encore. Ça va. Ça va encore parce que ça fait des petits souvenirs pour rigoler. Alors, à l'inverse, du coup, the moment magique. Bah... En fait, les artistes, c'est toujours mortel, donc ce serait difficile d'en citer un sans citer les autres. Quand je parlais de moments de reportage, c'est que genre, en vrai, moi, tu sais, il y a des pays où je suis allée, genre, jamais de ma vie, je me serais dit, je serais allée là-bas, tu vois, genre, je suis allée en Guyane. Genre, la Guyane, quand t'es là-bas, la jungle, le sol, il est rouge, la chaleur, le truc de l'énergie de la terre et tout, genre... J'ai découvert plein d'endroits du monde, dont un endroit qui est devenu très important pour moi, un pays, c'est la Côte d'Ivoire. Tu vois, j'ai eu l'occasion de partir en Côte d'Ivoire assez tôt avec Trace. Aujourd'hui, j'ai des attaches là-bas, mais en dehors de ça, j'ai découvert un pays qui est devenu, tu vois,
pays de cœur, tu vois. Moi, je suis franco-marocaine, mais c'est vrai que maintenant, j'ai un troisième pays et c'est la Côte d'Ivoire. Et ça, je l'ai découvert à travers le biais du reportage. Ça nous fait glisser doucement vers le nouveau chapitre. Je ne sais plus le chiffre, on doit être à 4, 5. Le chapitre Deezer. Ouais. Du coup, qui commence 2020, c'est ça à peu 2000, près en fait, Deezer, ça commence vraiment en 2018, Ok. où au départ, j'arrive sur le Moyen-Orient et l'Afrique du Nord. Donc, tu vois, c'est comme ça que je raccroche. À cette époque, Mehdi est toujours édito sur le rap chez Deezer. Et en gros, il me dit qu'il y a une opportunité parce qu'ils vont ouvrir des bureaux sur cette zone. Et du coup, je me suis retrouvée à cet endroit-là comme ça. J'étais chef de projet sur le lancement et puis je faisais de l'éditorialisation sur le Maghreb. Et ensuite, quand ça s'est fini, il y a eu cette opportunité sur le rap français et voilà. Et j'ai atterri sur le rap en 2019. Ok. Là, tu as vu, j'ai plus les chiffres. Ouais. C'est On plus revient récent. sur un espèce de passé plus récent. Du coup, donc aujourd'hui, pour qu'on comprenne bien ton rôle au sein de Deezer, c'est donc d'être édito rap. Exactement. Je suis responsable éditoriale sur le rap français. C'est-à-dire que je fais de la programmation musicale, je fais des playlists. On fait des playlists par genre de rap, sous-genre, hit, actualité, back catalogue, etc. Back catalogue, c'est plus les titres qui sont un peu plus vieux. Et puis, voilà, il y a aussi tout le côté plus interview que j'ai encore chez Deezer, puisqu'on fait des interviews que je réalise. Donc finalement, c'est vrai que c'est un peu éloigné du terrain, mais ça reste quand même en lien avec deux choses. Mon premier souvenir, c'est-à-dire faire des playlists, et aussi le fait de faire des interviews, chose que j'ai faite finalement depuis le début de ma carrière. On en parlait au début de l'interview, pas forcément de manque de modèles, mais si quand même un petit peu que tu avais en grandissant, etc. Tu as dit que toi, donc, il y avait quand même quelques modèles, mais qui n'étaient pas forcément mis en avant, des Juliette Fievé, des Laila Si, etc. Ouais, qui sont aussi par ailleurs des femmes qui m'ont vachement encouragée. Tu vois, Juliette, j'ai réussi à faire, j'ai fait plein de choses grâce à elle, dans ses émissions, etc. Enfin, il y a toujours des gens quand même qui te poussent un peu, même quand toi tu le vois pas. J'ai parlé de beaucoup de modèles féminins, effectivement. Ouais. Tout à fait. C'est vrai qu'il y a 2 ans, tu parlais encore d'une grande forme d'inéquité, etc. Ouais. Justement, homme-femme dans l'industrie musicale, en tout cas, tu parlais de ça. 2 ans après, le constat, est-ce que tu vois une évolution? Est-ce qu'on va dans la bonne voie, bonne direction? Je pense que ouais, ces 2 années ont été hyper intéressantes et hyper importantes pour notre industrie. Alors bien sûr, il y a encore plein de choses à faire, mais je pense que la jeune génération est hyper motivée, hyper déterminée. Il y a plein de jeunes femmes qui font des choses incroyables. Je pense à Yousra qui a lancé un programme voilà, où là, c'est clairement une façon d'accompagner des femmes et de les rendre plus visibles. Il y a Mewem où ça permet du mentorat avec des jeunes femmes justement qui ont des projets à défendre et qui vont être accompagnées par des mentors. Programme, tu vois, qui est présidé par Rachel Cartier, qui est la Head of Music France chez Deezer. Donc finalement, tu vois, moi quand j'ai commencé, j'avais pas. Alors il y avait bien sûr plein d'initiatives qui existaient, mais ce que je veux dire par là, c'est que j'ai l'impression que toutes ces initiatives deviennent beaucoup plus visibles. Il y a des médias aussi, que ce soit La Pépite, qui est un jeune média où il y a quand même à égal homme-femme. Il y a aussi, tu vois, des projets comme Mosaïque, où on voit que la rédaction en chef, c'est à la fois une femme et un homme. Donc, tu vois, et que sur la cover, on a à la fois la side avec Baby Solo et la side avec Prince Wally. Donc, il y a quand même toutes ces réflexions qui sont faites par ces médias. Ou même, tu vois, ce que je vois quand récemment je suis allée sur Dose et que je vois qu'il y a un post qui parle de la misogynie et qui dit, bah ok, on voit qu'il y a beaucoup de propos misogynes quand il y a des vidéos sur des rappeuses ou autres, mais on ne va pas arrêter
Au contraire, on va continuer. Et je pense que du coup, il y a une libéralisation de la parole autour de ça, à la fois par les femmes, tu vois, auxquelles toutes les femmes de cette industrie ont contribué. Lola Levant, ça a fait beaucoup avec Diva. C'est passé, bien entendu, aussi par le fait de pouvoir dénoncer. Et c'est important aussi. Mais c'est aussi une période, je pense, où beaucoup de femmes ont pu, je ne sais pas comment dire, mais j'ai envie de dire peut-être avec beaucoup plus de conviction, faire et dire tout haut, tu vois, et se sentir légitime. Et je pense que c'est hyper précieux pour ce qui va arriver ensuite. Donc en vrai, je vois que du positif. La playlist de Narges en ce moment, 3-4 noms de gens, pas forcément des newcomers, mais ta petite playlist de début d'année, justement à toi, au Playlist Woman. Ah, j'avoue, là, si je dois la playlist, 3-4 titres, on a dit? 3-4 artistes, je dis 3-4, s'il y en a 3, c'est bien, s'il y en a 5, c'est Si cool. on a 3, si on a 5, tu sais, je peux t'en mettre 10. Non, on va se calmer. Là, sans trop réfléchir, je pense que je te mets Damso. Je pense que je mets Dieu ne ment jamais. Parce que c'est un titre que j'écoute pas mal en ce moment. Je ne sais pas pourquoi. Je pense que je mettrais aussi Laylo, Logiciel Triste. Et je pense que je mettrais Orelsan, le morceau un peu groovy avec Scred. Viens ensemble. Ouais. Ouais, je sais pas, j'aime bien. Donc ça, c'est... Après, bon, si on doit mettre des newcomers, je remets Woody avec Calmito. J'aime bien ce morceau. Ouais. Et ouais, je pense que je le mets, c'est chaud. Et après, je pense que c'est un peu ça. Mais bon, après, tu vois, je vais m'embarquer dans des trucs. Je vais te dire Aya, je vais te parler de neige, je vais te parler de trop de choses. Ok. Donc je m'arrête à ça. On est bien. Pas mal. Merci beaucoup. Merci à vous. Les vainqueurs l'écrivent, les vaincus racontent l'histoire. Les vainqueurs l'écrivent, les vaincus racontent l'histoire.